This program contains images that are graphic in nature. Some scenes may also contain recreations. Viewer discretion is advised. Alors qu'il était plus jeune, Roy Disney attendait dans un bureau son oncle Walt, alors en pleine réunion à côté. La réunion terminée, Walt, l'air dépité, entra dans le bureau et dit à son neveu « Des fois, je préfère vraiment la compagnie des animaux à celle des humains. » Eh bien, ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler du True Life Adventure, qui est, je pense, la plus belle preuve d'amour de Disney envers les animaux. Envoyez le magnéto. Tout commence en août 1947, alors que Walt visite Alaska avec sa fille et succombe au charme du pays. C'est ici qu'il rencontre le couple Millot. Propriétaire d'une boutique de photographie, ils partagent leur enthousiasme pour la région à Walt Conkey qui, de fil en aiguille, les embauche pour amener quelques clichés de la migration des phoques des îles Pribilof. Enthousiasmé par les images reçues, Walt procède au montage. Il décide cependant d'occulter toute présence humaine pour se focaliser ainsi sur la nature et ses animaux. Tout cela articulé autour d'une histoire. Ainsi naît L'île aux phoques, documentaire de 27 minutes et premier film de la série True Life Adventure. True Life Adventure est une série réputée de documentaires réalisée par Disney dans les années 50. Elle se compose de 7 courts-métrages, auxquels viennent s'ajouter en 1953 6 longs-métrages. La série est un franc succès et se voit décerner le nombre impressionnant de 8 Oscars, gage de sa qualité. Résumons la série comme elle se définit elle-même. La série True Life Adventure présente des faits étranges sur le monde dans lequel nous vivons. Ces films sont tournés dans leur cadre naturel et sont complètement authentiques, sans mise en scène et sans répétition. Mais revenons-en à ses débuts. À l'époque de L'île aux phoques, Disney est encore un studio d'animation. Même s'il papillonne vers le live dans des productions telles que Mélodie du Sud ou Saludos Amigos, Disney appréciant le mélange des deux genres, c'est même ce qui a fait le premier succès du studio, il ne s'est tout de même jamais entièrement jeté à l'eau. Vous l'avez deviné, ces documentaires animaliers marquent les premiers films des studios Disney exemples d'animation. Ou presque. Quelques secondes d'animation précèdent en guise d'introduction chaque documentaire. Mais ce n'est pas la seule nouveauté pour les studios, qui s'apprêtent à connaître des déboires avec le distributeur. Le distributeur sert d'intermédiaire entre le producteur qui crée le film et les salles de cinéma qui le diffusent. Il est, comme son nom l'indique, chargé de distribuer le film dans les salles de cinéma. Disney confie la tâche à RKO Pictures en 1937. Elle distribua ses films pendant une vingtaine d'années et vous avez d'ailleurs sûrement dû remarquer leur logo en regardant d'anciennes productions Disney comme Blanche-Neige ou Alice au Pays des Merveilles. Si aujourd'hui RKO n'évoque plus rien, elle était l'une des Big Five de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, aux côtés de la MGM, la Fox, Warner et Paramount. La RKO a produit certains chefs-d'œuvre du cinéma comme Citizen Kane ou King Kong. Mais là on est fin des années 40, la société a été fraîchement rachetée par le célèbre homme d'affaires, réalisateur, producteur, pilote, génie, milliardaire, playboy, philanthrope, millionnaire, excentrique, Howard Hughes. Personnage très intéressant, je vous conseille le film Aviator de Martin Scorsese où il est joué par Leonardo DiCaprio. Parce qu'ici on va pas avoir trop le temps de le développer, même si c'est un curieux personnage. Non, je vous en parle car ces choix hasardeux commencent alors à faire couler le studio. La RKO refuse en effet de distribuer L'île aux phoques, car le documentaire animalier n'est pas un genre très vendeur à l'époque. Une dispute éclate alors entre Walt et Howard. Au passage, si dans le Marvel Cinematic Universe, le jeune Howard Stark est inspiré de Howard Hughes, sa version plus âgée est quant à elle inspirée de Walt Disney. Nos deux protagonistes ont donc inspiré le même personnage. Après ce refus de RKO, Walt décide de rendre visite à un ami propriétaire d'un cinéma à Pasadena. Il lui demande de diffuser son film une semaine afin d'être nominable aux Oscars. Décision fructueuse puisque le film de 27 minutes remporte l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 2 bobines. Walt aurait alors débarqué dans le bureau de son frère, cofondateur du studio, Oscar à la main, et lui aurait dit « Prends ça Roy et frappe-leur sur la tête chez RKO Pictures ». Bon, après ça, RKO comprend que le film est économiquement viable et le diffuse dans tous les États-Unis. Mais l'histoire se répète quand la série True Life Adventure passe en format long métrage avec Le désert vivant. RKO doute que le public puisse s'intéresser et débourser son argent pour un documentaire de plus d'1 heure. C'est donc naturellement que Roy, chargé de l'économie de la société, conseille à son frère de distribuer eux-mêmes leurs films. Le contrat avec RKO est donc rompu et Buena Vista Picture Distribution voit le jour. Elle deviendra bien plus tard Walt Disney Studio Distribution et distribue encore aujourd'hui les productions Disney. Inauguré par Le désert vivant qui pour un budget de 500 000 $ en rapporte 5 millions, soit 10 fois plus. C'est sans surprise qu'il gagne, encore une fois, l'Oscar du meilleur documentaire en 1953.
Distribuer leurs propres films est un grand pas pour l'indépendance des studios. C'est en fait ce genre de décision qui a érigé Disney en empire. Pour l'anecdote, c'est vers Disney que le célèbre et renommé studio Ghibli se tourne en 1996 pour diffuser ses films hors du Japon. De tous les nombreux candidats, Disney est en effet le meilleur garant du respect de leurs œuvres. Pas de censure et une promesse d'investir 10% dans le budget des prochains films du studio japonais. Mais revenons dans les années 50. C'est une nouvelle facette visionnaire de Walt. Les True Life Adventures vulgarisent le documentaire au-delà des cinéphiles vers le grand public. Aujourd'hui, d'autres documentaires romancent également un peu leurs propos. Walt Disney, pionnier du domaine à l'époque, réunit les succès critiques et publics. C'est le premier grand studio hollywoodien à s'intéresser au genre du documentaire pour en faire un divertissement familial et éducatif. Néanmoins, la critique lui est faite de penser ces True Life Adventures comme un divertissement et non comme un document scientifique. Parmi les nombreux naturalistes à prendre part au tournage des True Life Adventures, on peut citer Lloyd Beebe. Walt embauche Beebe pour une expédition de 18 mois en Antarctique et travaille pour plusieurs films animaliers de Disney et pas que des True Life Adventures. Si je vous parle de lui, c'est parce que dans les années 50, en plus d'observer les animaux, il ouvre un refuge où il élève les animaux acteurs, les soigne et les entretient. Les animaux de la ferme ont ainsi tourné dans de nombreuses productions Disney de l'époque, pour le cinéma ou la télévision, la ferme ayant même parfois servi elle-même de lieu de tournage. La ferme travaille exclusivement avec les studios pendant 28 ans. L'Olympic Game Farm est surnommée Disney World Animal Ranch. Disney exigeait des caméras extérieures de laisser les animaux tranquilles. À la mort de Roy, les films Disney incluant des animaux commencent à disparaître. La ferme autorise alors les visites et devient une organisation privée de préservation de la faune. Elle arrête de collaborer avec le cinéma pour se focaliser sur les animaux en adoptant des orphelins par exemple. Aujourd'hui, l'Olympic Game Farm est toujours détenu par le petit-fils de Lloyd Beebe, s'occupant de la descendance des anciennes vedettes Disney. Ouverte au public, elle jouit d'ailleurs d'une certaine notoriété puisqu'il est possible de la visiter en voiture et les animaux sont très proches des visiteurs. Pour revenir au Milote, il tourne plusieurs films pour True Life Adventure après l'île aux phoques. Le plus notable est à mon sens Lion d'Afrique. Après 3 ans de tournage, seuls 6% des images sont utilisées dans le film de 72 minutes. Le couple aime d'ailleurs rappeler qu'après être devenu ami avec Walt, c'est lui en personne qui les engage, et non la société de production. Ils partaient à deux, sans équipe et avec leur propre matos, filmer et observer les animaux. Bien qu'ayant une idée du genre d'image qu'aimait Walt, tout le travail post-prod est réalisé par les studios. Car ce qui a fait le succès de la série est la combinaison de la qualité des images des naturalistes et de la mise en scène Disney. Bien qu'exemple d'animation, on ressent le gros savoir-faire cartoon, donnant l'impression de voir des films d'animation réels et c'est fascinant. Tout d'abord par la mise en scène. Même si les images filmées sont réelles, le montage raconte une histoire. Les animaux deviennent des personnages et leurs actions, des péripéties, sont guidées par une voix off narrant les images. Cet effet est renforcé par la musique. Composé par Paul Smith et Oliver Wallace, qui sont les compositeurs des studios Disney de l'époque, qui ont fait quasiment tous les films de cette époque, par exemple Cendrillon, ils ont travaillé la musique de True Life Adventure comme ils travaillent pour un cartoon. La musique accompagne les animaux comme elle le ferait pour Mickey ou Donald, soulignant les effets comiques et dramatiques. La technique d'appui de l'action par la musique est d'ailleurs appelée Mickey Mousing. Pour que la musique matche parfaitement avec les images, elle est rajoutée à la toute fin du processus de création, après le montage. C'est un élément important des True Life Adventures et sa qualité la rendit assez populaire pour que la bande-son sorte en disque pour le public. All right, everybody. Choose your partners for the Stingery. Lady and gent to the center of the ring. Lock those claws, lift that sting. Pour obtenir des images les plus proches de la nature que possible, des techniques sont élaborées permettant d'observer la vie quotidienne des animaux sans y interférer. Par exemple, pour approcher des bisons de près, le cadreur se cache sous une peau de bête. Même aujourd'hui, la qualité de la photographie est impressionnante. Le soin apporté au tournage offre à la série des images très rares et insolites, comme des bébés ornithorynques et Walibi, une invasion de sauterelles, ou encore les images inédites d'un événement aussi singulier qu'étonnant, des images que l'on ne réussira jamais à recapturer, le suicide des lemmings. Le lemming est un rongeur des régions boréales et qui possède une grande particularité, sa fluctuation de population. Elle connaît en effet un pic de surnombre impressionnant pour ensuite presque complètement disparaître, frôlant l'extinction. Ceci mystérieusement tous les 4 ans. On a essayé d'expliquer ce cycle étrange en 1530, quand le géographe Ziegler se base sur le folklore du détroit de Norton pour avancer que les lemmings tombaient du ciel pendant les tempêtes de neige.
ce qui expliquerait leur population hasardeuse et les nombreux cadavres retrouvés. Oui, car on retrouve beaucoup de cadavres de lemmings, en particulier autour des rivières et des lacs. La théorie des lemmings qui tombent du ciel fut bien sûr démentie quand on leur découvre la présence d'organes reproducteurs. Le mystère des lemmings reste alors entier. Vient donc une autre théorie expliquant ces phénomènes, théorie qui perdure encore aujourd'hui. Atteignant un certain nombre, les lemmings se suicideraient afin d'autoréguler leur population, ou en fait, on sait pas trop, une sorte d'hystérie collective. Cela expliquerait leur quasi-extinction et le nombre de cadavres impressionnants retrouvés. Et c'est donc en 1958, dans le True Life Adventure Le désert de l'Arctique, que nous pouvons assister pour la première fois à cet événement singulier. On y est habitué, le film gagnera l'Oscar du meilleur documentaire. Mais dans les années 90, bien plus tard, une nouvelle théorie beaucoup moins sensationnelle autour du mystère des lemmings éclipse l'hypothèse du suicide. En effet, les rongeurs sont dotés d'une grande fertilité et se reproduisent donc très vite, ce qui fait la joie de leurs prédateurs. Donc, plus de lemmings, plus de prédateurs, mais plus de prédateurs, moins de lemmings. S'ajoutent les saisons, la neige protégeant ses proies en hiver. Leur propre surpopulation les pousse également à migrer afin de se nourrir, et donc prendre des risques. Beaucoup d'accidents se produisent, d'où les nombreux cadavres et le mythe du suicide. Ils meurent bien à cause de leur nombre, mais ce n'est pas volontaire, juste des malheureux accidents. Mais du coup, si le suicide des lemmings n'est qu'une légende urbaine, d'où Disney tire-t-il leurs images ? L'équipe de tournage paye des enfants pour capturer plusieurs lemmings et les déplacer à des kilomètres de leur habitat naturel, dans la région d'Alberta, bien loin de l'océan Arctique que promet le titre du film. Les petits rongeurs ont été ensuite placés sur une table tournante enneigée près d'une falaise afin de les propulser dans le vide. Yet over they go, casting themselves bodily out into space. Les lemmings ont été poussés de la falaise par l'équipe du film afin de recréer la légende. Pour rendre la scène plus impressionnante, ils créèrent l'illusion d'un grand nombre de lemmings en refaisant chuter encore et encore en boucle. La supercherie sera découverte en 1982 grâce au documentaire Cruel Camera, qui traite de la violence animale sur les tournages hollywoodiens. Et même en sachant ce qu'on va voir dans le docu, je trouve quand même les scènes assez surprenantes. Les caméramans ont agi sans le consentement de Walt ni des studios Disney, qui n'étaient pas au courant de la magouille. Après, c'est ce qu'ils disent, mais ils reconnaîtront tout de même la cruauté de la scène. Bien que l'équipe de l'époque pensait reconstituer une véritable scène de la nature, cela ne retire rien à sa cruauté. Vous vous en doutez, le documentaire de Disney renforcera énormément le mythe des lemmings suicidaires qui perdure encore aujourd'hui. Mais vous en faites pas. Aujourd'hui, ce genre de procédé n'est plus possible, notamment grâce à la présence de l'organisation American Humane Association qui surveille la condition des animaux et pose le célèbre « Aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage » à la fin des génériques. Ce n'est pas la seule polémique liée au True Life Adventure. Celle que je vais vous raconter concerne le film La Grande Prairie qui s'intéresse à la disparition des grands espaces du Midwest américain face à la civilisation. Si le petit vit, il doit être d'une santé robuste pour faire partie d'une communauté qui n'accepte pas les débiles ou les éclopés. En effet, dans ce film, on peut assister à la naissance d'un bébé bison, ce qui lui vaudrait une interdiction de projection dans l'état de New York. Ce à quoi Walt a répondu « La naissance du bison ne serait jamais apparue à l'écran si j'avais pensé que cela pourrait offenser un public. C'est dommage que les enfants de New York doivent encore croire que les cigognes apportent aussi les bébés bisons. » La commission retirera plus tard l'interdiction de diffusion. Bon, pour contrebalancer, les films étaient quand même faits avec un amour des animaux. Par exemple, une des séquences montre un rhinocéros piégé dans la boue, se débattant pour en sortir. Même si ce n'est pas montré dans le film, absence d'intervention humaine exigée, le couple a quand même sorti le rhinocéros de cette posture et lui a donc sauvé la vie. Les True Life Adventure furent un énorme succès et une partie importante de l'histoire des studios. En plus des nombreux produits dérivés, ils feront le bonheur de la télévision en tant que reportage dans les émissions Disney, puis celles de Disney Channel. Notons aussi qu'au vu du succès de la série, Disney essaiera de lancer une série dérivée, True Life Fantasy. Il y abandonne l'aspect documentaire pour faire pleinement de la fiction avec des images réelles d'animaux. La série ne connaîtra officiellement qu'un seul épisode, Les Aventures de Perry, qui suit les déboires d'un petit écureuil. D'autres films avec le même fonctionnement suivront, mais seront pas inclus dans la collection True Life Fantasy. Du côté des parcs, si Fantasyland est basé sur les films d'animation, Tomorrowland les films éducatifs sur la science, les films True Life Adventure ont eux inspiré Adventureland, qui pendant les phases de conception était même nommé True Life Adventureland. À Paris, le logo de la série est même présent à l'entrée du land comme une sorte d'hommage. L'attraction phare des Adventureland à travers le monde, Jungle Cruise, est d'ailleurs très inspirée par la série de documentaires.
Disneyland en Californie a même connu une attraction directement tirée des True Life Adventures, Nature's Wonderland. Elle constitue un tour en train ouvert de 60 à 77, reproduisant les scènes les plus mémorables des documentaires. J'en profite pour parler d'un cartoon de la récente série Mickey Mouse, dont un épisode entier rend hommage à cette attraction. D'ailleurs, le court-métrage ressemble beaucoup, je trouve personnellement, à la récente attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. Les deux ont le même thème, un train dont on perd le contrôle, et datent à peu près de la même année. C'est donc une attraction qui inspire un épisode, qui inspire à son tour une attraction. Le cycle de la vie, quoi. Le Jaguar, seigneur de l'Amazone, sorti en 1960, fut salué par la critique. Mais le succès public commence à décliner, sans doute lassé des documentaires animaliers. Ne souhaitant pas tirer sur la corde, Walt Disney décide donc d'arrêter la série sur cette bonne note. Mais ce n'est pas la fin des films Disney avec des animaux pour autant, puisque de nombreuses fictions suivront, mettant en scène des boules de poils et qui encore une fois connaîtra un grand succès. Finissons cette vidéo dans le présent avec le digne successeur des True Life Adventures, le studio Disney Nature. Créé en 2008 suite au succès de La Marche de l'Empereur, film non Disney mais distribué par Buena Vista Pictures Distribution, comme quoi tout se retrouve, cette branche des studios Disney basée en France est entièrement consacrée aux documentaires animaliers et sort régulièrement des films consacrés à la faune et la flore, tout en, notons-le, finançant des ONG pour la défense de l'environnement.